Le 18h, toute l'actualité politique de ce lundi 12 octobre. Voici les titres. Première comparution immédiate après les violences et les destructions du week-end dans le centre de Poitiers. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, évoque la dissolution des groupuscules. L'UMP le soutient, le PS et le Modem l'attaquent. Lui et son père, les internautes, ironisent. Débat sur l'arrivée annoncée de Jean Sarkozy à la tête de l'établissement chargé d'aménager la défense. Le prix Nobel d'économie à 2 Américains habitués à le truster. Pour la première fois, une femme distinguée, Elinor Ostrom, pour ses travaux prouvant l'efficacité en matière de gestion des associations d'usagers. Beaucoup de questions restent sans réponse 48 heures après le saccage du centre-ville de Poitiers par un groupe de casseurs d'ultra-gauche. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place, envisage la dissolution des groupuscules impliqués dans les violences. Ces dérapages ont tendance à se répéter en marge de rassemblements politiques ou festifs. Sandra Cerquera. 250 cagoules et pas un visage. Mais qui se cache derrière cette violence ? Parmi les 17 interpellés, presque tous revendiquent leur appartenance à un mouvement anarchiste. La manifestation contre les prisons n'était qu'un prétexte. Nous avons été très surpris, tout d'abord de la convergence de ces groupes. Là encore, je le rappelle, ils sont arrivés isolément, d'une façon à ne pas être repérés, ce qui procède encore d'une méthode, d'une organisation bien particulière. Ces groupes d'ultra-gauche appelés Black Bloc emploient souvent la stratégie du coucou. Ils arrivent par surprise en ayant stocké avant leurs armes, puis abandonnent tout sur place. Ils en veulent au capitalisme, ne trouvent plus de réponse dans les partis d'extrême gauche classiques et détruisent les banques pour le dire. Les stratégies des grandes directions syndicales ne sont pas du tout alternatives, elles ne proposent rien, elles s'inscrivent plutôt même dans une sorte de volonté de pacifier les luttes sociales. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une revendication de violence, ou tout du moins une envie de montrer que la violence peut servir, peut-être une sorte à la fois d'exutoire et en même temps de porte-parole, de caisse de résonance. Ces groupes organisés avaient déjà fait parler d'eux en avril dernier lors du sommet de l'OTAN, où les émeutes ont blessé une dizaine de manifestants. La procureure a requis un non-lieu dans l'affaire de l'accident entre une voiture de police et une moto à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. C'était il y a 2 ans. On évoque une accumulation d'éléments juridiques au parquet de Pontoise. Le drame avait coûté la vie à 2 adolescents et avait été suivi de 2 jours de violence. Le père de l'une des victimes qualifie de 2e peine la réquisition d'un non-lieu. Les politiques ne sont pas les seuls à s'intéresser à la probable nomination de Jean Sarkozy à la tête de l'établissement public d'aménagement de la Défense, premier quartier d'affaires européen. Les internautes aussi, Jean Sarkozy partout et leur signe de reconnaissance sur Twitter depuis ce matin. Certains le proposent même comme modèle pour le prochain buste de Marianne. Laurent Fabius fait aussi de l'ironie. C'est très injuste, dit-il. Que vont faire les autres enfants du président? La polémique est vive, mais au fait, quel est le rôle et le poids de l'EHPAD de la Défense? Élément de réponse avec Lise Pressac. Cette vue imprenable sur le quartier de la Défense, Patrick Devedjian va bientôt devoir y renoncer. Il vient d'avoir 65 ans, la limite d'âge pour présider l'EHPAD. Cet établissement public décide depuis 51 ans de l'urbanisation de la Défense. Il ne reçoit aucune subvention et ne fonctionne que grâce aux ventes de ses 3,3 millions de mètres carrés de bureaux. C'est pas une structure politique, c'est un établissement public d'État qui est géré par l'État, avec un contrôleur financier dans nos murs, qui vérifie chaque jour que nous respectons les marchés publics, la comptabilité publique. Et puis je peux vous dire une chose, finalement c'est lui qui dit oui ou qui dit non. L'EHPAD a beau se défendre d'une gestion transparente, l'établissement a été pointé du doigt par la Cour des comptes. Et récemment, la Commission des finances du Sénat a même mené un audit. La confusion vient de la composition même de l'EHPAD. Au conseil d'administration, 9 représentants de l'État et 9 des collectivités locales. Et nous étions dans un monstre administratif où tout se mélangeait. Les responsabilités de l'État, la responsabilité de l'établissement, les responsabilités des collectivités territoriales, Puteaux et Courbevoie, qui empochent des impôts fort importants et qui ne participent pas à l'entretien des espaces publics. Jean Sarkozy devrait prendre la tête de l'EHPAD lors du prochain conseil d'administration le 4 décembre. Rien n'empêche qu'il ne puisse rester 42 ans à sa tête. Selon l'EHPAD, ce mandat est bénévole.
Voilà, on reprend cette question dans un instant. Donc, oui ou non à la nomination du jeune Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD. Dans l'actualité également, sachez que le candidat socialiste Frédéric Bernard a reçu tout à l'heure le soutien du Vert Alain Lipietz pour le second tour de l'élection législative partielle à Poissy dans les Yvelines, au cours de laquelle il devra donc affronter dimanche l'UMP David Douillet qui, hier, est arrivé largement en tête au nom de l'UMP. Voilà donc notre premier débat. Oui ou non à Jean Sarkozy à la tête du premier quartier d'affaires européen. Nos invités, Christophe Grébert, conseiller municipal Modem de Puteaux, ville qui est englobée par la Défense et qui a lancé ce matin une pétition pour dire non à cette nomination. Combien de signatures ce soir? J'ai l'impression que ça monte très vite. Le compteur avance très vite puisqu'on approche les 30 000 signatures ce soir. 30 000 signatures, vous en aviez 2-3 000 ce matin. 8 000. Bon, avec nous également Jean-Pierre Fourcade, bonsoir. Sénateur UMP des Hauts-de-Seine, ancien administrateur de l'EHPAD, de la Défense. Quand j'étais conseiller général. Alors un mot tout de suite sur l'établissement public. On ne gouverne pas un pays avec des pétitions, premier point. Et la pétition dans cette affaire n'est pas un instrument de gouvernance. 2, Jean Sarkozy est conseiller général. Il est le conseil général des Hauts-de-Seine et les collectivités communales sont au conseil. Il va être nommé membre du conseil d'administration et la majorité du conseil général qu'il préside a souhaité qu'il en devienne le président. Moi, je trouve que dans cette affaire, il va devenir président d'un établissement public dans lequel il y a un directeur général qui est un homme très compétent, Monsieur Chex. Il y a toute une infrastructure administrative, c'est très strictement contrôlé par l'État. Et d'ailleurs, la semaine dernière, au titre de la commission des finances du Sénat, on vient de le voir, j'étais avec le président de la commission des finances et le rapporteur général, en interrogation et en question au conseil d'administration, et j'avoue que c'est le président et le directeur général qui ont répondu à toutes nos questions. Alors, Christophe Grébert, que répondez-vous à Jean-Pierre Fourcade? D'abord, sur la pétition. Quand j'entends les commentaires depuis ce matin, j'ai l'impression que la fonction de président de l'EHPAD ne sert pas à grand-chose, puisqu'on nous dit que finalement il y a une administration derrière, il y a un directeur derrière qui fera tout. Mais non, le président décide, en tout cas montre la voie, décide du projet, et c'est lui qui intervient lorsqu'il y a des discussions, lorsque Jean Sarkozy, qu'on nous dit futur président de l'EHPAD, recevra les investisseurs internationaux pour construire tel tour à 300 millions d'euros, tel stade à 100 millions d'euros, tel autre aménagement du circulaire de l'EHPAD. C'est lui qui recevra les investisseurs et qui négociera avec eux. Et c'est lui qui décidera, parce qu'il a une voix prépondérante. M. Gabert a une conception bizarre du rôle du président. Dans une affaire, il s'agit d'un établissement public. Il y a une loi, plusieurs lois qui ont déterminé les orientations du développement de ce quartier. Une loi que nous avons votée à l'instigation de M. Carucci il y a quelques mois. Il est clair que le président préside le conseil, il écoute l'avis de tous les gens, il travaille de manière il tranche hebdomadaire. peut-être aussi de temps en temps. Comment ? Il tranche aussi de temps en temps. Il tranche, mais vous savez, quand il s'agit de construire une tour, il y a une formalité qui s'appelle le permis de construire, il y a une discussion avec les investisseurs, et il est évident que c'est un rôle important, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas le rôle essentiel, ce n'est pas Monsieur Jean Sarkozy qui va déterminer Néanmoins, l'évolution vous complète. connaissez l'ampleur de la défense qui ne cesse de s'accroître d'ailleurs, parce que de nouveaux territoires vont être conquis sur Nanterre notamment. Est-ce qu'on peut confier cette responsabilité à un jeune, même élu, de 23 ans, toujours étudiant en seconde année de droit? Écoutez, attention, il a été élu conseiller général. Il préside la majorité du conseil général. Ce sont donc les conseillers généraux qui l'ont élu. Il va entrer dans le conseil. Bon, il aurait été plus normal qu'il passe quelque temps dans le conseil avant d'en devenir le président. D'accord. Vous lui demandez, par exemple, d'être patient ce soir? Non, je crois que c'est un garçon que Vous je lui connais. demandez de foncer. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, il va foncer, mais il va foncer dans des orientations parfaitement définies et avec des systèmes de contrôle et de frein autoserreurs qui sont dans ce pays considérables. Par conséquent, l'affaire des pétitions, c'est beaucoup plus une affaire politique qu'une affaire fondamentale pour le développement de ce quartier. Et j'ajoute, si vous me permettez,
que la défense est évidemment un élément très important des Hauts-de-Seine, mais moi qui suis représentant du Val-de-Seine, de Boulogne, d'Issy-les-Moulineaux, etc., nous avons dans ce secteur du Val-de-Seine un élément essentiel de développement qui, avec la défense, rééquilibre le département. Alors Christophe Guébert, vous entendez Jean-Pierre Fourcade qui dit que votre pétition est politique. Est-ce que vous reprenez l'analyse de votre responsable politique, François Bayrou, qui dit c'est l'Empire romain, et il parle de népotisme? Moi, je n'ai pas voulu lancer une pétition qui soit justement politique. Si vous lisez le texte de la pétition, nous nous adressons à Jean Sarkozy et à son intelligence et à son dynamisme, et à toutes ses qualités, pour qu'il comprenne que ce poste-là de président de l'EHPAD, c'est un poste très important et qu'il n'a pas la capacité, l'expérience, les compétences pour le tenir. Il a été élu effectivement conseiller général du canton de Neuilly. À ce que je sache, Neuilly c'est pas un exploit pour vous. N'accueille pas la Défense. La Défense se trouve à plutôt Courbevoie et Nanterre. Il n'a pas la légitimité territoriale d'une part. Il n'a pas la compétence parce que effectivement il est élu depuis 1 an et demi au Conseil général des Hauts-de-Seine. Moi, je lui conseillerais de s'intéresser à son canton de Neuilly, de s'intéresser à ses dossiers. Il est responsable. Vers vous qu'il se tourne pour avoir des conseils. Peut-être qu'il se tourne vers son père. Et alors, écoutez, la pétition, je termine, puisque vous m'avez interpellé sur cette pétition. Moi, je pense que c'est bien de donner la parole aux citoyens. Je me place du côté des habitants de Puteaux, Courbevoie et Nanterre, à qui on dit aujourd'hui, mais laissons Jean Sarkozy s'entraîner, se faire la main sur cette fonction-là. Mais nous ne sommes pas des Sims. C'est pas SimCity, le jeu vidéo. Nous ne sommes pas des cobayes. Il y a 150 000 personnes qui travaillent à la Défense. Il y a 200 000 habitants qui travaillent, qui vivent et qui travaillent et qui grandissent à Puteaux, Courbevoie, Nanterre. La fonction de président de l'EHPAD est une fonction importante. Elle impacte directement sur la vie de ces gens-là. Jean-Pierre Fourcade, est-ce que cette nomination peut servir les intérêts de son père pour la prochaine présidentielle? Puisque c'est ce qu'a suggéré Ségolène Royal, reprise d'ailleurs par Arnaud Montebourg. Ce dernier lance qu'il y a de l'argent derrière. Vous connaissez l'EHPAD. Manuel Valls évoque le coffre-fort des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est pas le coffre-fort des Hauts-de-Seine, puisqu'on supprime la taxe professionnelle. Le président de la République supprime la taxe professionnelle, qui était la principale ressource de ces communes des Hauts-de-Seine. Donc, on peut pas dire que ce soit le coffre-fort. Non, là où M. Grébert a tort dans son raisonnement, c'est que l'EHPAD n'est pas une communauté urbaine, comme à Lyon ou à Lille ou à Marseille. Et les 3 communes, Nanterre, Puteaux et Courbevoie, existent, ont leurs élus. D'ailleurs, vous êtes conseiller municipal de Puteaux, je crois. Par conséquent, ce sont les 3 maires qui gèrent leur ville avec leur conseil municipal. Et l'EHPAD est un établissement public qui est chargé de l'implantation d'un quartier, du développement de ce quartier. Il a beaucoup à faire pour gérer les parkings, pour gérer les circulations, pour voir quels sont les investisseurs internationaux qui peuvent venir s'installer dans ce quartier, qui est maintenant un quartier important du développement. Et je crois qu'à partir du moment où le Conseil général a pris une position, puisqu'il est de droit dans le mécanisme, je vois pas comment une pétition pourrait aboutir à annuler cette décision. Je vous propose de réagir à ce que nous disait Jean Sarkozy, justement. Il était notre invité, c'était en mai 2008. Il récusait toute idée dynastique, puisque vous n'avez pas encore réagi aux accusations de népotisme. Mais on y revient dans quelques secondes après avoir écouté ce que disait le fils du président. Le terme de dynastie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le récuse. Parce que, en fait, quelle est la position? Je sais bien que ça peut prêter à tous les fantasmes, et en particulier dans un milieu politique. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que ça veut dire que le seul citoyen ou les seuls citoyens qui n'ont pas le droit de s'investir au service de l'intérêt général sont ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur entourage qui ont un engagement politique? C'est pas juste. Non, mais d'ailleurs, c'est Jack Lang qui l'avait dit. Ce que je veux dire, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit? Je travaille. Non, mais il avait dit, il faut pas exclure tout de suite ou faire des procès d'intention avant de voir. Voilà, donc Jean Sarkozy qui retournait un petit peu l'argument en quelque sorte, il estime qu'on ne peut pas lui faire de procès d'intention parce qu'il porte le nom de son père. Alors moi j'ai une réponse à ça. Si Jean Sarkozy ne s'appelait pas Sarkozy, mais s'appelait Jean Dupont ou Jean Martin, et qu'il frappait à la porte de l'EHPAD demain matin en disant voilà, je suis un jeune, dynamique, sympa, je porte bien le costume, et voilà, j'ai 23 ans, je n'ai pour
seul diplôme que le bac. Bon, je suis en 2e année de droit, je fais des efforts. Je n'ai sur mon CV rien d'autre qu'une ligne élue dans le canton de Neuilly parce que je n'ai jamais travaillé en entreprise, je n'ai fait aucun stage en entreprise et en gros, je n'ai pas fait grand-chose de ma vie à 23 ans. Est-ce que vous croyez que l'EHPAD lui ouvrirait même la porte? Je suis allé sur le site internet de l'EHPAD, sur la page recrutement, et j'ai regardé les offres d'emploi de l'EHPAD. L'EHPAD recherche actuellement un contrôleur de chantier, c'est-à-dire une personne qui va simplement, non pas décider de la construction de tours à 300 millions d'euros, mais d'aller sur des petits chantiers de réfection sur la dalle de la Défense, vérifier que les chantiers sont bien faits. Vous savez qu'est-ce qu'on lui demande comme profil pour se porter candidat de sérieuses garanties. Diplôme d'ingénieur et 5 ans d'expérience. C'est-à-dire que l'EHPAD embauche actuellement des jeunes, aux plus jeunes, mais je termine mon argument. Aux plus jeunes, sont des gens de 30 ans qui sont embauchés par l'EHPAD. Alors, si l'EHPAD était une société privée, admettons, et que Jean Sarkozy, père de Nicolas Sarkozy, gros actionnaire de ces sociétés privées, décidait finalement de désigner son fils pour le représenter au conseil d'administration de ces sociétés, c'est son affaire, c'est son argent. Là, c'est un établissement public et c'est l'impôt. Pierre Fourcade, ça n'est pas utile quand même d'avoir quelqu'un qui représente un peu le poil à gratter dans les Hauts-de-Seine, là, en la personne de notre invité. Oh mais il représente le poil à gratter depuis très longtemps, puisqu'il a beaucoup. Est-ce qu'il est utile d'une certaine manière? Il a beaucoup travaillé à Puteaux, il a beaucoup ennuyé la maire de Puteaux, tout le monde le sait. Non, moi je crois que dans cette affaire, il y a une affaire politique, n'est-ce pas? C'est parce qu'il s'appelle Sarkozy que on en fait tout un. C'est pas une affaire politique au sein de l'UMP. Est-ce que ce n'est pas parce que ça peut être aussi une vision des choses? Est-ce que cette nomination annoncée ne vise pas à affaiblir un peu plus Patrick Devedjian? Oh, écoutez, là, je ne veux pas rentrer dans les problèmes de conflit interne. Moi, je suis extérieur à ce genre de choses. Moi, je suis sénateur de l'ensemble du département. Et je m'occupe aussi bien de Villeneuve-la-Garenne au nord que d'Antony au sud. Bon, voilà. Très bien. Allez, c'est un des angles du sujet que l'on reprendra, puisque Patrick Devedjian sera notre invité ici même demain soir. Et la commission des finances le recevra également demain. Très bien. Alors, on le recevra juste après vous. Voilà, merci. Autre débat du 18h, oui ou non à l'interdiction du crédit revolving, ça n'a rien à voir. Le crédit revolving, vous le savez, au taux proche de l'usure, n'est-ce pas, monsieur le ministre? 18-19%, il plonge bien des ménages dans le surendettement. Christine Lagarde entend moraliser le secteur, mais aussi responsabiliser les emprunteurs quand le PS veut interdire le crédit renouvelable. L'enquête de Pierre Bonjoseph, ensuite débat avec nos 2 nouveaux invités. On a tous dans nos portefeuilles des cartes de fidélité qui font office de cartes de crédit, une réserve d'argent reconstituable dans lesquelles les quelques 40 millions de titulaires peuvent puiser à loisir, trop facilement peut-être. Si vous allez dans un lieu de vente et que vous demandez à payer à crédit un lave-linge de 500 €, on va vous dire prenez la carte magasin qui est équipée d'un crédit revolving et vous pourrez le financer à crédit. Sauf que la carte magasin, son crédit, le montant est de 4 000 €. C'est-à-dire que vous voulez un crédit de 500 € et vous vous retrouvez titulaire d'un crédit à 4 000 € à un taux absolument faramineux de 21,59%. Faut-il pour autant interdire le crédit revolving comme le propose le Parti socialiste? À en croire ce spécialiste du secteur bancaire, ce serait rendre un mauvais service à l'économie française. L'intérêt du crédit revolving, c'est qu'il vous permet d'utiliser, selon vos envies de consommation, d'une réserve d'argent que vous avez négociée. Du coup, si à chaque fois que vous avez une envie de consommation, vous devez passer par le process administratif de création d'un crédit, vous ralentissez l'acte d'achat. Il faut bien savoir que dans les chaînes de grande distribution, vous avez certains magasins qui font jusqu'à 30 à 40% de leur chiffre d'affaires en crédit grâce aux cartes de crédit revolving. En France, 700 000 foyers sont surendettés. Pas sûr que le texte voté au Sénat en juin et qui prévoit le renforcement de l'information des consommateurs et la vérification de la solvabilité des emprunteurs suffise à enrayer le mouvement. Avec nous, Nicole Bricq, vice-présidente socialiste de la Commission des Finances, et Dominique Paillet, porte-parole de l'UMP. Alors, faut-il supprimer carrément le crédit renouvelable? Nicole Bricq, oui? Écoutez, on a eu le débat au mois d'avril, à partir du mois d'avril, dans la commission spéciale qui avait été mise en place au Sénat. Il y a un constat que je crois que tout le monde peut partager, c'est que l'offre de crédit en France est pas du tout adaptée aux besoins des Français. Elle est paradoxale. D'un côté, on a 40% de gens qui sont exclus du crédit, souvent parce qu'ils sont pauvres et modestes. Et d'un autre côté, on a un crédit revolving, et on le constate de mois en mois, qui est une trappe à surendettement.
Et donc, il faut non seulement l'encadrer, mais il faut... C'était ma solution. Ça, c'est ce que dit la ministre. Mais voilà. vous dites, vous allez plus loin. Voilà, mais les députés socialistes ont choisi la méthode radicale, le supprimer. Je le considère comme une méthode d'appel pour le débat. Et nous, au Sénat, nous avions choisi une méthode qui arrivait au même résultat, mais de manière progressive, à savoir de substituer à ce crédit TRAP à surendettement un crédit social, universel, adapté aux besoins des Français modestes et pauvres, du reste, comme le font les grandes collectivités locales au travers de leurs crédits municipaux, oui. De manière à ce qu'un petit crédit amortissable, parce que le crédit revolving n'est jamais amortissable, on ne rembourse jamais le capital. Donc c'est un crédit à vie. Oui. Alors Dominique Paillet, est-ce que c'est un bon argument que de dire que le crédit revolving, qui pousse tant de ménages au surendettement, crée de l'emploi ? C'est ce que dit la ministre de l'économie. D'abord, c'est un constat. Je ne crois pas que ce soit l'argument premier à faire valoir pour son maintien, mais c'est un constat, et notamment sur la VPC, la vente par correspondance, cette grâce, si je puis dire, au crédit revolving, qu'on maintient ce type de commerce dans notre pays à un très bon niveau. Mais, encore une fois, je crois qu'il y a, entre Madame Bricq et moi-même, entre l'opposition et la majorité, peut-être d'abord et avant tout une approche différente de la liberté individuelle. Et de la responsabilité individuelle aussi. Et de la responsabilité individuelle. Nous ne souhaitons pas la suppression du crédit renouvelable, tout simplement parce que cela fait partie d'une liberté qui peut correspondre à un besoin. Par contre, ce sur quoi nous pourrions sans doute être d'accord, et cela correspond à ce que propose Madame le ministre de l'économie et des finances, c'est que ce crédit revolving soit très encadré, qu'il soit encadré au niveau de la publicité, qu'il soit encadré au niveau de ses taux, et comme l'a rappelé Madame Bricq, qu'il permette un remboursement du capital avant même qu'on continue à retirer et à se réendetter. Alors, dans ce cadre-là, nous avons, nous, un argument complémentaire à faire valoir, puisqu'Hervé Novelli va essayer de s'attaquer à ce problème, c'est celui du renforcement des associations de consommateurs. Car la pression qu'elles pourraient mettre, si elles étaient bien organisées, sur ceux qui dispensent ce crédit revolving, pourrait être des plus efficaces. Ah bon, quel type de pression pourrait-on exercer concrètement? C'est très simple. Quand une association de consommateurs, vous le savez comme moi, Michel Grossior, appelle par exemple au boycott d'un certain nombre de produits, en règle générale, cela est un peu suivi des faits, mais suffit à faire réagir ceux qui sont concernés. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait, dans le cadre des crédits revolving, un classement de ces crédits fait par des organisations responsables de consommateurs, le cas échéant, un appel à ne pas prendre tel ou tel pour éviter les écueils que nous constatons de concert en termes de surendettement. Nicole Bricq. Oui, je vois pas trop. Et la liberté individuelle, quand sur un lieu de vente, le seul crédit qu'on propose pour acheter un bien de consommation relativement courante, c'est le crédit revolving. Et justement, on s'était battu au Sénat pour que on puisse faire une offre alternative. C'est-à-dire un crédit classique pour certains gros achats. Ou un crédit classique, ou payer au comptant. Parce que maintenant, vous pouvez pratiquement plus payer au comptant. On vous offre tout de suite le revolving. Et je vais dire pourquoi. Oui. Et puis, la liberté individuelle où elle est, quand on donne aux clients des grandes surfaces des cartes privatives, et dont le client n'est pas capable de faire en sorte que ce soit une carte de fidélité ou une carte de crédit. Et on sait que vous estimez que le piège est délibéré de la part des grands distributeurs? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous adossés à des établissements financiers. Et ces établissements financiers, on a fait une table ronde ici dans le cadre de la commission spéciale où il y avait les banquiers et tous les établissements financiers. Et en fait, le crédit revolving, c'est celui où le taux de l'usure est le plus haut. Et Madame Lagarde ne veut pas la réformer et où la marge est la plus grande. Qu'est-ce que vous répondez-vous à ces arguments? Elle explique d'abord que c'est utile à 9 millions de ménages, c'est son chiffre, et que grâce à ce crédit revolving, eh bien, les grandes sociétés de vente par correspondance réalisent 40% de leur chiffre d'affaires. Mais il y a beaucoup de gens, si on leur proposait des crédits adaptés à leurs besoins, qui n'iraient pas sur le crédit revolving. Et si les banques y tiennent tant, c'est parce que c'est là où la marge est la meilleure. C'est là où on arrive à des taux d'usure à plus de 21%.
Donc on sait très bien que c'est là où la gratte se fait. Non, mais sur le montant des taux, Madame Brick nous donne des chiffres qui sont une réalité. Oui, ça... Et donc ce sont des taux totalement excessifs. Deuxièmement, sur la nécessité de proposer aux consommateurs d'autres produits que le revolving, je ne peux que souscrire. Il y a de la part des établissements bancaires des efforts à faire, et bien évidemment à des taux intéressants. Pour autant, dans un certain nombre de cas, le crédit renouvelable est intéressant. Quand il est utile pour quel consommateur? Il est intéressant pour certains consommateurs qui ont besoin de faciliter de trésorerie pour faire des acquisitions qui sont des acquisitions spontanées, elles aussi nécessaires, et qui se trouvent sur le marché avec ce crédit-là à des prix à peu près comparables à ceux qu'on pourrait trouver ailleurs, et même en payant au comptant. Il y a un certain nombre de domaines où on peut faire jouer ce crédit revolving sans avoir de surcoût ou beaucoup de surcoûts importants à assumer. Pour le reste, je crois qu'encore une fois, il serait dommageable, en l'état actuel des choses, et Madame Lagarde l'a dit, de le supprimer purement et simplement, parce que le supprimer sans avoir de substitution qui soit à la portée de tous, et aujourd'hui nous n'en sommes pas sûrs, ce serait évidemment une lourde conséquence pour un certain nombre d'organismes de vente. Est-ce que tous les responsables politiques ne sont pas piégés par ce débat d'une certaine manière entre la défense des consommateurs et puis celle des banquiers aussi? Mais je pense que le vrai sujet, il est là. Il est que c'est le crédit le plus rentable. Quand vous interrogez les établissements financiers, les banquiers, ils vous disent, nous, on ne veut pas faire des petits prêts de 2 000, 3 000 euros. Ça nous coûte trop cher en fonctionnement. C'est pour ça que le crédit revolving s'est tellement développé dans notre pays. Donc, il faut trouver des mesures préventives. Et Madame Lagarde, qui est en panne de communication, sans doute, a communiqué hier en disant qu'elle allait faire quelque chose pour éviter les commissions de surendettement, sauf qu'elle refuse d'établir des systèmes préventifs en amont. Parce que sur le plan curatif, Madame Brick, est-ce que c'est l'État qui, au bout du compte, paye justement quand les personnes passent devant les fameuses commissions de désendettement? Qui efface l'ardoise? Ce sont les banques? Il n'y a pas, malheureusement, l'ardoise, elle n'est pas effacée. Il y a des plans de surendettement qui permettent il y a un étalement. d'étaler. Est-ce que les banques ne reprennent pas une partie de leur en plus, comme Madame Lagarde refuse et le gouvernement refuse de mettre en place un fichier positif qui permettrait de savoir exactement le niveau d'endettement qui responsabiliserait à la fois l'établissement prêteur et à la fois celui qui fait un crédit, on arrive de manière curative, en bout de course, et on se retrouve dans la même situation. Monsieur Borloo avait mis en place ce qu'on appelait la faillite personnelle. Moi, je me rappelle très bien avoir dit à l'époque, j'étais députée, que ça ne servirait à rien, et on se retrouve avec des dossiers de surendettement de plus en plus nombreux. Dans une période qui plus est de crise économique, où vous savez bien que ceux qui la payent, la crise, ce sont les ménages les plus modestes. Non, mais deux précisions. Bien sûr, il y a des plans de redressement, des étalements dans le temps, mais il y a aussi des plans de redressement et des étalements dans le temps qui ne sont pas respectés. Et au bout du compte, les organismes financiers, dans ce cadre-là, constatent des pertes, puisqu'ils ne peuvent pas être remboursés. Ça, c'est un premier point. Ça existe, et ça existe de plus en plus. Deuxièmement, personne n'a intérêt, je crois qu'il faut être réaliste, à ce que ce surendettement continue à croître, parce que ça perturbe considérablement... Prenez des mesures préventives efficaces. Ça perturbe considérablement la vie économique et le système commercial qui est le nôtre. Par conséquent, ce que propose Madame Lagarde, qui n'est pas une fin de non-recevoir à d'autres idées, c'est simplement de faire en sorte que pour le crédit renouvelable, il y ait des garde-fous, mais qu'on continue à miser autant que faire se peut sur l'intelligence humaine, si je puis dire, c'est-à-dire la responsabilité et l'initiative éclairée du consommateur. Voilà, le débat se poursuit, le texte a été voté au Sénat, il passe maintenant à l'Assemblée nationale. Pas tout de suite. Je ne vois pas dans quel créneau il va passer. C'était un reproche que nous avions fait à Madame Lagarde, c'est que le temps était compté et que cette réforme était quand même renvoyée au calendrier. Merci à tous les deux. À suivre dans un instant sur Public Sénat. La France, pays de grande consommation, on change de sujet, de grande consommation de médicaments. Serions-nous plus malades que les autres? Un documentaire d'Annick Redolfi. Bonsoir à tous.
Mardi 13 octobre, je vous retrouverai à Lyon pour le premier numéro de Terrain politique, avec comme invité principal Gérard Collomb, sénateur-maire de la ville, et beaucoup d'autres invités. Nous parlerons de la crise économique, de la grippe, des réformes politiques qui vont concerner directement les territoires. Et puis nous parlerons également football avec Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Public Sénat sur le terrain, ce sera mardi à 18h30 et 22h30. Le lundi, des documentaires vous emmènent sur le terrain pour découvrir les problématiques